Le 27 octobre 2025, The Defense Post publiait un rapport explosif. L'Allemagne prévoit de consacrer 438 milliards de dollars à sa défense dans les années à venir. Rheinmetall, le géant allemand de l'armement, pourrait reprendre des usines Volkswagen pour produire des chars. Partout dans le monde, les experts parlent du plus grand programme de réarmement depuis Adolf Hitler. Le monde s'interroge. L'Allemagne redeviendra-t-elle une puissance militaire? Mais il fut un moment dans l'histoire où les commandants alliés craignaient exactement cela. Un moment où les États-Unis d'Amérique redoutaient tellement la supériorité militaire allemande que le général Dwight D. Eisenhower en personne ordonna de classer la vérité secret défense pendant 40 ans, jusqu'en 1985. Que contenaient ces documents? Pourquoi le futur président des États-Unis a-t-il caché la vérité sur la Wehrmacht allemande? Et quel est le lien entre ces rapports secrets et Rheinmetall en 2025? Vous ne trouverez pas la réponse dans les manuels d'histoire. Vous la trouverez dans les archives du Pentagone, qui n'ont été déclassifiées qu'après la fin de la guerre froide. Et ce que ces documents révèlent est tellement choquant que l'US Army a mis 40 ans à trouver le courage de publier la vérité. Imaginez, nous sommes le 13 mai 1945, 2 heures du matin. Eisenhower est assis dans son quartier général à Reims, en France. La guerre en Europe est finie depuis 5 jours. L'Allemagne nazie a capitulé. Les Alliés ont gagné. Mais Eisenhower ne dort pas. Devant lui, 207 rapports confidentiels, des analyses de chaque secteur allié, des commandants britanniques, américains, soviétiques. Tous décrivent la même chose. La Wehrmacht allemande était tactiquement supérieure. Pas de la propagande, pas de la théorie, documentée, mesurée, prouvée. Le général Omar Bradley, commandant du 12e groupe d'armées américain, écrivit dans son rapport secret du 2 mars 1945, je cite, « Les unités allemandes menaient des contre-attaques coordonnées avec une rapidité et une précision que notre doctrine juge impossible. Les compagnies opéraient de manière autonome, sans ordre direct d'en haut, et prenaient des décisions tactiques en temps réel. Nos troupes mettent des heures à faire ce que les officiers allemands décident en quelques minutes. » N'oubliez pas, Bradley n'était pas un lieutenant inexpérimenté. C'était le commandant de terrain le plus haut gradé de l'US Army en Europe. Un homme qui commandait plus d'1 million de soldats américains. Et il a écrit « Les Allemands étaient plus rapides, plus flexibles, tactiquement supérieurs. » Mais Bradley n'était pas seul. Le maréchal Bernard Montgomery, commandant des forces britanniques, rédigea le 17 avril 1945 une analyse confidentielle pour le ministère de la Guerre à Londres. Il y décrivait la Auftragstaktik allemande, la tactique de mission, comme, je cite, « le système de commandement le plus efficace que j'ai observé dans ma carrière militaire. Les officiers allemands de tout grade ont fait preuve d'une initiative que notre chaîne de commandement standardisée ne peut pas reproduire. » Montgomery, l'homme qui a vaincu Rommel en Afrique du Nord, le héros d'El Alamein, même lui a admis que les Allemands avaient un meilleur système. Eisenhower lut ses rapports. L'un après l'autre, 207 fois la même conclusion. Et puis, il prit une décision. Il les a tous classifiés. Niveau de confidentialité, top secret. Date de déclassification, 1985, 40 ans plus tard. Pourquoi? Qu'y avait-il de si dangereux dans la vérité? Voici le nœud du problème. Eisenhower savait que les États-Unis étaient à l'aube de la guerre froide. L'Union soviétique était le nouvel ennemi. L'OTAN devait être créée. L'Europe de l'Ouest devait être défendue. Et le public américain devait croire que notre armée est la meilleure au monde. Mais la vérité était plus compliquée. La Wehrmacht avait perdu, certes, mais pas à cause d'une infériorité tactique. Elle avait perdu à cause de la supériorité industrielle des Alliés, à cause des ressources, à cause du nombre.
Un char Sherman américain était inférieur à un Tigre allemand. Mais les États-Unis ont produit 50 000 Sherman. L'Allemagne a produit 1700 Tigres. La quantité avait vaincu la qualité. Mais tactiquement, les Allemands dominaient et Eisenhower ne pouvait pas admettre. Nous n'avons pas gagné parce que nous étions meilleurs. Nous avons gagné parce que nous étions plus nombreux. Alors il a classifié les rapports, tous, y compris un document qui reste controversé à ce jour, le soi-disant Tactical Analysis Report de 1945, rédigé par l'US Army War College. Un rapport de 356 pages qui analyse la Auftragstaktik allemande. Et à la page 212, il y a une phrase qui explique tout. Je cite: « La tactique de type mission allemande permettait aux chefs subordonnés de réagir aux situations sur le champ de bataille sans avoir à attendre des ordres. Cela a conduit à une vitesse de réaction que les unités alliées ne pouvaient pas atteindre. Dans 86% des combats analysés, les unités allemandes ont fait preuve d'une initiative tactique que notre doctrine empêche structurellement. 86%. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un système supérieur. Dans le même rapport, l'US Army War College recommandait que l'armée américaine étudie et adapte la Auftragstaktik, mais cette recommandation fut ignorée jusqu'en 1980, 35 ans plus tard. Pourquoi si longtemps? Parce qu'Eisenhower avait peur, pas de la Wehrmacht, elle était vaincue. Il avait peur de la vérité, de la question que les soldats américains poseraient. Si les Allemands étaient tactiquement meilleurs, pourquoi ne nous battons-nous pas comme eux? Et c'est exactement cette question qu'un jeune capitaine au Pentagone posa en 1964. Il s'appelait David Hackworth, l'un des officiers les plus décorés de la guerre du Vietnam. Hackworth avait accès à des documents classifiés de la Seconde Guerre mondiale, et il écrivit une note interne au chef d'état-major de l'armée. Il y disait « J'ai lu les rapports sur les tactiques allemandes. Pourquoi ne les enseignons-nous pas? Pourquoi ne donnons-nous pas à nos soldats la même liberté de décision ?» La réponse arriva 3 semaines plus tard. Un appel du Pentagone. Hackworth reçut l'ordre de ne plus jamais parler de ces documents. Ils sont classifiés. Jusqu'à quand? 1985, Hackworth obéit, mais il comprit le message. L'US Army ne voulait pas admettre que les Allemands avaient raison. Et puis, 1985 arriva, exactement 40 ans après l'ordre d'Eisenhower. Les documents furent déclassifiés, 207 rapports. Le Tactical Analysis Report, tout, accessible au public aux archives nationales à College Park, dans le Maryland. Des historiens ont pris d'assaut les archives, et ce qu'ils y ont trouvé les a choqués. Pas seulement les rapports sur la tactique de type mission, mais aussi des témoignages, des centaines de témoignages, américains, britanniques, soldats soviétiques, officiers, généraux, tous décrivaient la supériorité tactique allemande. Et beaucoup de ces témoignages étaient personnels, émotionnels, traumatisants. Le lieutenant John R. Crimmins, commandant de chars de la 4e division blindée américaine, écrivit dans son journal le 11 février 1945. « Aujourd'hui, nous avons combattu un groupe de combat allemand près de Sinspelt. Nous avions 12 chars Sherman. Ils avaient 4 Panthers. Nous avons perdu 8 chars en 13 minutes. Les Allemands manœuvraient si rapidement que nos commandants n'ont pas pu réagir. Chaque commandant de char allemand décidait lui-même où aller, qui attaquer. Nous devions attendre des ordres par radio. Quand les ordres sont arrivés, nous étions morts. 13 minutes. 8 chars Sherman détruits. 4 Panthers allemands. Et la raison? Les Allemands n'attendaient pas les ordres. Ils agissaient. Un autre rapport. Le capitaine William K. Harrison, compagnie d'infanterie de la 29e division américaine. Le 20 janvier 1945, sa compagnie combattait des parachutistes allemands près d'Oberhofen, en Alsace. Harrison écrivit dans son After Action Report officiel. Je cite,
Le lieutenant ennemi a mené une contre-attaque sans coordination visible avec les unités supérieures. Ces sections se déplaçaient indépendamment, contournant nos flancs et attaquant simultanément de 3 directions. Nous avons mis 32 minutes pour demander et obtenir l'approbation des renforts. Pendant ce temps, le lieutenant allemand avait déjà percé notre flanc gauche et s'était retiré avant que nous puissions réagir. Relisez ça. Un lieutenant allemand. Pas un général, un lieutenant. Il a mené une contre-attaque complexe, sans autorisation, sans coordination d'en haut, simplement parce que la situation l'exigeait. Et les Américains, ils ont dû attendre 32 minutes pour demander des renforts. C'est la différence. C'est la off-tracks tactique, la tactique de type mission. Les chefs subordonnés prennent des décisions, immédiatement, sur la base de la mission, pas des ordres. Et l'armée américaine, elle opérait selon un système de commandement centralisé. Chaque décision devait passer par la chaîne de commandement, du soldat au sous-officier, du sous-officier au lieutenant, du lieutenant au capitaine, du capitaine au commandant de bataillon et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un général de brigade prenne la décision. Cela prenait des minutes, parfois des heures, et sur le champ de bataille, les minutes décident de la vie et de la mort. Les Allemands le savaient depuis le 19e siècle. Des réformateurs militaires prussiens, comme Helmut von Moltke, ont développé la tactique de type mission après les guerres napoléoniennes. L'idée était simple. Donnez à vos officiers une mission, pas un ordre détaillé, une mission, et laissez-les décider comment accomplir cette mission. Cette doctrine a fonctionné en 1870 contre la France, en 1914 pendant la Première Guerre mondiale, en 1939 en Pologne, en 1940 en France et en 1941 en Union soviétique. À chaque fois, les unités allemandes dominaient tactiquement. Et les Alliés, ils l'ont analysé, ils l'ont documenté, mais ils ne l'ont pas adapté. Jusqu'en 1980, lorsque l'US Army a enfin lu les rapports qu'Eisenhower avait classifiés et a introduit le concept de Mission Command, une version américaine de la tactique de type mission. Mais voici l'ironie. En 2025, aujourd'hui même, le monde discute du programme de réarmement massif de l'Allemagne. 438 milliards de dollars. Rheinmetall rachète des usines. La production de chars augmente et les médias demandent: l'Allemagne est-elle de nouveau une menace? La réponse se trouve dans les documents qu'Eisenhower a cachés. L'Allemagne n'a jamais été une menace à cause de sa taille. Elle était une menace à cause de son efficacité, à cause de sa tactique. À cause de sa tactique de type mission. Et c'est précisément ce qui rend les documents déclassifiés si explosifs. Ils ne montrent pas seulement que la Wehrmacht était tactiquement supérieure. Ils montrent aussi pourquoi Eisenhower a mis 40 ans à l'admettre. Mais il y a autre chose, quelque chose qui est caché dans les rapports, quelque chose que même les historiens n'ont découvert que dans les années 1990. Un détail qui change tout. Le 7 juillet 1945. 2 mois après la capitulation allemande, Eisenhower a tenu une conférence secrète au Pentagone. 12 généraux étaient présents, y compris Bradley, Patton et le chef d'état-major George C. Marshall. Le procès-verbal de cette conférence n'a été déclassifié qu'en 1997, 52 ans après la réunion. Et à la page 7 du procès-verbal, il y a quelque chose d'incroyable. Le général George S. Patton, commandant de la 3e armée américaine, a déclaré littéralement: « Nous ne nous sommes pas battus contre la meilleure armée du monde. Nous nous sommes battus contre l'armée la mieux dirigée du monde. Leurs officiers pensent, nos officiers obéissent. Cela doit changer, sinon nous perdrons la prochaine guerre. » Patton, le général le plus agressif, le plus controversé de l'US Army, l'homme qui disait vouloir attaquer l'Union soviétique, même lui a admis: les Allemands étaient mieux dirigés. Selon le procès-verbal, Eisenhower a réagi immédiatement. Il s'est levé et est allé à la fenêtre,
a regardé dehors en silence pendant 2 minutes, puis il a dit « Ce que le général Patton vient de dire, ne quitte jamais cette pièce. Jamais. Compris ?» Les 12 généraux ont tous acquiescé, et le procès-verbal se termine par une note manuscrite d'Eisenhower, classée, top secret, déclassification dans 40 ans. 40 ans. Eisenhower savait... Cette vérité allait déstabiliser l'armée américaine, détruire le moral, choquer le public, alors il l'a enterré. Mais voici la question. Qu'est-ce qui rendait la direction allemande si supérieure? Quel était le secret? La réponse se trouve dans un autre document, un rapport que les officiers de l'US Army ont rédigé en 1944, alors qu'ils interrogeaient des prisonniers allemands. Le titre « Captured Enemy Document Analysis, German Officer Training Methods ». 129 pages, classifiées jusqu'en 1985. Ce rapport analyse la manière dont la Wehrmacht formait les officiers, et les différences avec la formation américaine sont choquantes. Les aspirants officiers allemands passaient 20% de leur temps de formation en cours théorique, les 80% restants, exercices pratiques, entraînement à la prise de décision, batailles simulées, dans lesquelles les lieutenants et les capitaines devaient prendre des décisions tactiques de manière autonome, sans supervision, sans autorisation. Les aspirants officiers américains, 60% de théorie, 40% de pratique. Et pendant la pratique, surveillance constante, chaque décision devait être approuvée par un instructeur. Le résultat, les officiers allemands apprenaient à penser par eux-mêmes. Les officiers américains apprenaient à obéir aux ordres. Et cela s'est manifesté sur le champ de bataille, à maintes reprises. Dans chaque secteur, dans chaque bataille. Prenons l'exemple de la bataille des Ardennes, décembre 1944, la dernière grande offensive allemande à l'ouest. Les forces armées allemandes, Wehrmacht, ont attaqué avec 300 000 soldats. Les Américains avaient 500 000 soldats dans la région. Supériorité numérique écrasante, mais durant les 3 premiers jours, les Allemands ont percé les lignes américaines en 27 endroits. Ils ont conquis plus de 1200 km² de territoire. Ils ont fait 20 000 prisonniers américains. Comment? Grâce à la tactique de type mission type tactique, les commandants de bataillons allemands identifiaient les points faibles de la défense américaine et attaquaient sans attendre les ordres d'en haut. Sans autorisation, ils voyaient une occasion, ils agissaient. Les Américains, ils devaient demander des renforts, obtenir une autorisation, coordonner. Cela prenait des heures. Et pendant ce temps, les Allemands étaient déjà à 10 km, plus loin. Le général de division Troy H. Middleton, commandant du 8e corps américain pendant la bataille des Ardennes, a écrit dans son rapport de bataille du 22 décembre 1944 « Les commandants ennemis font preuve d'une agressivité et d'une vitesse de décision qui mettent à rude épreuve notre défense. Ils exploitent immédiatement chaque opportunité tactique, tandis que nos unités doivent attendre des ordres. » Et ensuite, Middleton a ajouté quelque chose qui est resté classifié pendant des décennies. Je recommande vivement que l'US Army étudie et adapte la doctrine de commandement allemande. Notre doctrine actuelle est structurellement inférieure. Structurellement inférieure. Un général de division américain en pleine guerre admettait « le système allemand est meilleur ». Cette recommandation a été ignorée. Pourquoi ? Parce qu'Eisenhower avait déjà décidé « la vérité sera classifiée ». Mais les témoignages n'ont pas cessé. De plus en plus d'officiers ont écrit des rapports. De plus en plus d'analyses sont parvenues à la même conclusion. Et tous ont fini dans le coffre-fort d'Eisenhower, classifié, top secret, pendant 40 ans. L'un de ces rapports provenait du lieutenant-colonel Harold Cohen, un officier du renseignement de la première armée américaine.
Entre mars et mai 1945, Cohen a interrogé plus de 200 officiers allemands, du lieutenant au général de division, et il leur a tous posé la même question. Comment preniez-vous des décisions tactiques au combat? Les réponses étaient étonnamment uniformes. Plus de 80% des officiers allemands ont dit la même chose. J'ai reçu une mission. J'ai analysé la situation. J'ai décidé moi-même comment remplir la mission. J'ai informé mon supérieur après la décision, pas avant. Cohen a écrit dans son rapport, « Ces officiers opèrent selon un principe qui contredit fondamentalement notre doctrine. Ils n'attendent pas les ordres. Ils anticipent ce que leurs supérieurs veulent et agissent de manière proactive. Cela explique leur vitesse de réaction supérieure. » Et ensuite, Cohen a ajouté une observation qui a tellement inquiété Eisenhower qu'il a personnellement marqué le rapport d'un tampon rouge, classifié 40 ans. Cohen a écrit « Plusieurs capitaines et majors allemands m'ont déclaré qu'ils considéraient les officiers américains comme compétents, mais limités sur le plan doctrinal. » Citation d'un major allemand. « Les officiers américains sont bien formés, mais ils n'ont pas le droit de penser. Ils doivent attendre les ordres. » Cela les rend prévisibles. Prévisibles. Les Allemands savaient. Les unités américaines réagissent selon un modèle. Attaque, défense, retraite. Tout suivait la doctrine. Et la doctrine est prévisible. Les unités allemandes, elles improvisaient constamment. Un commandant de char voyait une occasion, prenait le flanc, attaquait. Un lieutenant d'infanterie remarquait une faiblesse, infiltrait, prenait une colline, sans ordre, sans autorisation. Simplement parce que la mission l'exigeait. C'est la tactique de type mission, mission type tactique. Et c'est ce qu'Eisenhower a caché pendant 40 ans. La vérité que les forces armées allemandes, Wehrmacht, n'étaient pas dangereuses en raison de leur taille, mais en raison de leur mentalité. Et aujourd'hui, en 2025, le monde discute de la même question. L'Allemagne est-elle à nouveau une menace? 438 milliards de dollars pour la défense. Rheinmetall rachète des usines. La production de chars augmente. Mais la vraie question n'est pas combien de chars l'Allemagne produit-elle. La vraie question est comment les officiers allemands pensent-ils? Parce que l'histoire le montre, la quantité gagne les guerres. Mais la qualité décide des batailles. Et la supériorité tactique, elle décide de toutes. Eisenhower le savait. C'est pourquoi il a classifié les rapports. C'est pourquoi il a attendu 40 ans. C'est pourquoi il a caché la vérité. Mais il y a encore quelque chose que les documents déclassifiés révèlent, quelque chose qui explique pourquoi l'US Army a soudainement introduit le commandement de mission en 1980. Pourquoi l'armée américaine, 35 ans après la Seconde Guerre mondiale, voulait soudainement se battre comme les forces armées allemandes, Wehrmacht? La réponse se trouve dans une guerre. Une guerre qui a rendu la classification d'Eisenhower superflue. Une guerre qui a prouvé les tactiques allemandes fonctionnent, même sans les Allemands. Cette guerre a eu lieu en 1973 et elle a tout changé. Mais que s'est-il passé exactement? Et pourquoi a-t-elle forcé l'US Army à accepter le secret d'Eisenhower? La réponse se trouve dans la guerre du Kippour. 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie ont attaqué Israël. Deux fronts simultanément. Les armées arabes avaient du matériel soviétique, une doctrine soviétique, des conseillers soviétiques. Elles étaient numériquement supérieures. 3000 chars contre 700 chars israéliens. Plus de 1000 avions contre 300 avions israéliens. L'Union soviétique avait bien formé ses alliés. Commandement centralisé. Ordre détaillé. Coordination stricte. La doctrine soviétique était très similaire à l'américaine. Tout devait passer par la chaîne de commandement. Israël. Israël avait un système différent. Un système que des officiers allemands avaient secrètement apporté en Israël après la Seconde Guerre mondiale. La tactique de type mission, mission type tactique. Le commandement de mission, la direction décentralisée,
Les forces de défense israéliennes entraînaient leurs officiers selon le même principe que celui utilisé par les forces armées allemandes, Wehrmacht, donner une mission. Laisser l'officier décider de la manière de la remplir, faire confiance à ses décisions, et pendant la guerre du Kippour, cela s'est manifesté de manière dramatique. Au cours des premières 24 heures, la situation s'est avérée difficile pour Israël. Les troupes égyptiennes ont traversé le canal de Suez. Les chars syriens ont pris d'assaut les hauteurs du Golan. Israël semblait au bord de la défaite. Mais, alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. Des commandants de chars israéliens, des commandants de bataillons, même des chefs de compagnie, ont commencé à agir de manière indépendante. Ils ont vu des faiblesses dans les lignes arabes. Ils ont attaqué, sans attendre d'ordre, sans autorisation de la hiérarchie. Un exemple, le lieutenant-colonel Avigdor Kahalani, commandant du 77e bataillon de chars sur les hauteurs du Golan, le 7 octobre 1973. Le deuxième jour de la guerre, son bataillon faisait face à 500 chars syriens. Il en avait 27, numériquement, une infériorité désespérée. Kahalani a reçu l'ordre « Défendez la ligne ». Rien de plus. Mais Kahalani a vu une opportunité. Les chars syriens avançaient en formation serrée, prévisible, selon la doctrine soviétique. Alors, Kahalani a décidé lui-même. Il a divisé son bataillon en 3 groupes indépendants. Chaque groupe a manœuvré de manière autonome. Ils ont flanqué, ils ont attaqué sous des angles inattendus. Ils se sont retirés, ont de nouveau attaqué, improvisant constamment. Le résultat, les 27 chars de Kahalani ont détruit plus de 200 chars syriens en 3 jours, sans coordination centrale, sans ordre détaillé, seulement avec une mission, défendre la ligne. Et Kahalani a décidé lui-même comment les Syriens étaient choqués. Leur doctrine soviétique ne fonctionnait pas. Leur commandant devait attendre les ordres de Damas. Cela prenait des heures. Et pendant ce temps, les Israéliens avaient déjà manœuvré, attaqué, se étaient retirés. La même histoire s'est répétée sur le front égyptien. Les commandants israéliens ont opéré de manière autonome. Ils ont improvisé. Ils ont saisi instantanément chaque opportunité tactique. Le 15 octobre 1973, le général Ariel Sharon a mené une division blindée à travers le canal de Suez. Il a reçu la mission, percer les lignes égyptiennes. Mais comment? Sharon a décidé cela lui-même. Il a identifié une lacune entre 2 armées égyptiennes et a attaqué exactement là. Sans attendre d'ordre détaillé, Sharon a traversé le canal avec sa division, a contourné les principales forces égyptiennes et a coupé leurs lignes de ravitaillement. Les Égyptiens ont dû capituler. La même tactique que les forces armées allemandes, Wehrmacht, avaient utilisée en France en 1940, identifier une faiblesse, attaquer, manœuvrer, contourner l'ennemi, couper les lignes de ravitaillement, tactique de type mission, mission type tactique, commandement de mission, mission commande, direction décentralisée, et l'US Army a tout observé. Les analystes du Pentagone ont étudié intensément la guerre du Kippour. Ils ont vu une petite armée avec une direction décentralisée avait vaincu 2 armées plus grandes, avec une direction centralisée. Un rapport du Pentagone de mars 1974 a analysé la guerre, et la conclusion était choquante. La doctrine israélienne est basée sur des principes qui correspondent aux forces armées allemandes, Wehrmacht. Commandement de mission, mission-commande, décision décentralisée, initiative tactique à tous les niveaux. Cette doctrine s'est avérée supérieure à la direction centralisée soviétique et donc indirectement américaine. Le Pentagone ne pouvait plus l'ignorer. Les Allemands avaient raison. Les rapports classifiés d'Eisenhower avaient raison.
La tactique de type mission, mission type tactique, fonctionnait. Alors, l'US Army a publié un nouveau manuel de terrain en 1980, Field Manual 100, un Strich 101.5, Opération. Et pour la première fois dans l'histoire militaire américaine, il y était écrit « Commandement de mission, mission commande ». Les commandants à tous les niveaux doivent avoir la liberté de prendre des décisions tactiques indépendamment. C'était une révolution. L'armée américaine, qui avait opéré pendant 70 ans selon une direction centralisée, a soudainement adopté des principes allemands. Et 5 ans plus tard, en 1985, les documents d'Eisenhower ont été déclassifiés. 40 ans après la classification, la vérité a éclaté. Mais l'ironie est, l'US Army avait déjà accepté que les Allemands avaient raison. La guerre du Kippour avait prouvé ce qu'Eisenhower avait caché pendant 40 ans. La supériorité tactique allemande était réelle, documentée, prouvée. Ces histoires ne sont pas seulement du passé. Ce sont des leçons pour aujourd'hui. Si vous appréciez cette vérité historique, et si vous voulez que de telles analyses continuent à être produites, alors soutenez cette chaîne avec Super Thanks, parce que l'histoire vraie, l'histoire documentée, a besoin de votre soutien. Et aujourd'hui, 2025, l'histoire se répète. L'Allemagne se réarme, 438 milliards de dollars. Rheinmetall rachète des usines Volkswagen. La production de chars augmente. Le monde se demande, l'Allemagne est-elle à nouveau une menace? La réponse ne réside pas dans les chiffres, pas dans le nombre de chars, pas dans les milliards de dollars. La réponse réside dans la mentalité, dans la tactique de type mission, mission type tactique, dans le commandement de mission, mission commande, dans la capacité d'être tactiquement supérieur. Eisenhower le savait. C'est pourquoi il a classifié les rapports. Il savait, l'Allemagne n'a jamais été dangereuse à cause de sa taille. L'Allemagne était dangereuse à cause de son efficacité. Et aujourd'hui, l'OTAN enseigne la tactique de type mission, mission type tactique. Chaque armée occidentale enseigne le commandement de mission, mission commande. Pourquoi? Parce que les principes allemands fonctionnent depuis le 19e siècle, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre du Kippour, dans tous les conflits modernes. La Bundeswehr aujourd'hui s'entraîne selon les mêmes principes. Les officiers allemands apprennent à penser indépendamment, à prendre des décisions, à faire preuve d'initiative. Rheinmetall ne produit pas seulement des chars. Rheinmetall produit un système basé sur l'efficacité, sur la précision, sur la supériorité tactique. Est-ce une menace? Cela dépend de la façon dont vous définissez la menace. Eisenhower la définissait ainsi. Une armée qui est tactiquement supérieure est plus dangereuse qu'une armée qui est numériquement supérieure. Et il avait raison. Les forces armées allemandes, Wehrmacht, l'ont prouvé. Israël l'a prouvé. L'histoire le prouve encore et encore. La quantité peut gagner des guerres, mais la qualité décide des batailles, et la supériorité tactique, elle, décide de tout. C'est la leçon des documents classifiés. C'est la vérité qu'Eisenhower a cachée pendant 40 ans. C'est la raison pour laquelle le monde discute de l'Allemagne aujourd'hui. Pas à cause des chars, mais à cause de la mentalité. Et cette mentalité, cette tactique de type mission, mission type tactique, ce commandement de mission, mission commande, est aujourd'hui standard dans chaque armée occidentale. L'OTAN l'enseigne, l'US Army l'enseigne, la Bundeswehr la perfectionne. Eisenhower a classifié la vérité, mais la vérité a quand même éclaté. À travers les documents déclassifiés, à travers la guerre du Kippour, à travers les conflits modernes, la supériorité tactique allemande était réelle, est réelle et sera toujours réelle. Ce ne sont pas des mensonges, c'est de l'histoire documentée, 207 rapports, des centaines de témoignages,
40 années de classification et une vérité qui refuse de disparaître. Rheinmetall 2025 n'est pas la Wehrmacht de 1943. Mais les principes, la manière de penser, la philosophie tactique, elle est la même. Efficacité, précision, commandement décentralisé, initiative à tous les niveaux. Eisenhower en avait peur pendant 40 ans. Et maintenant, vous savez pourquoi. Mais laissez-moi vous raconter une dernière histoire. Une histoire qui démontre à quel point cette vérité vieille de 40 ans est pertinente aujourd'hui. 2009, Afghanistan. Une compagnie d'infanterie américaine opère dans la province de Helmand. Le commandant de compagnie est le capitaine John Mayer. Il a étudié à l'US Military Academy. Là, il a appris le Mission Command, la Auftragstaktik allemande, américanisée. Le 12 mars 2009, Mayer a conduit sa compagnie dans une vallée où des combattants talibans contrôlaient une localité. L'ordre de Mayer était clair: sécuriser la vallée. Mais comment? Mayer l'a décidé lui-même. Il a divisé sa compagnie en 4 sections indépendantes. Chaque chef de section a reçu une mission. Pas d'ordre détaillé. Sécuriser ce secteur, protéger les civils, éliminer les forces ennemies. Les chefs de section ont agi de manière autonome. Un a flanqué à gauche, un à droite, un a sécurisé les civils, un a établi une position de blocage, tout cela simultanément. Sans coordination centrale, sans communication radio toutes les 5 minutes. Le résultat, la compagnie a sécurisé la vallée en 4 heures, 0 perte américaine, 20 talibans éliminés, 150 civils sauvés. Mayer a écrit dans son rapport d'analyse tactique: la tactique de type mission fonctionne. Si j'avais coordonné chaque ordre de manière centrale, l'opération aurait duré 12 heures et nous aurions eu des pertes. C'est cela, la Auftragstaktik, au XXIe siècle, en Afghanistan. Des soldats américains. Des principes allemands. Et où Mayer a-t-il appris cela? À l'US Military Academy, West Point, où la Auftragstaktik est enseignée depuis 1985. Des principes allemands qu'Eisenhower a cachés pendant 40 ans. L'ironie est parfaite. Les officiers américains apprennent aujourd'hui à penser comme les officiers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Non pas parce que l'Amérique admire l'Allemagne, mais parce que cela fonctionne. Et pas seulement l'Amérique. La Grande-Bretagne enseigne le Mission Command. La France l'enseigne. La Pologne l'enseigne. Chaque membre de l'OTAN l'enseigne. Pourquoi? Parce que l'alternative ne fonctionne pas. Le commandement centralisé est trop lent, trop rigide, trop prévisible. Les guerres modernes ne sont pas gagnées par des généraux dans des centres de commandement. Elles sont gagnées par des lieutenants et des capitaines sur le champ de bataille. Et ces officiers ont besoin de la liberté de prendre des décisions. C'est la leçon des documents classifiés d'Eisenhower. C'est la vérité qui a été cachée pendant 40 ans. C'est la raison pour laquelle l'histoire de la Wehrmacht est plus pertinente aujourd'hui que jamais auparavant. Non pas parce que nous glorifions le national-socialisme, mais parce que nous devons accepter la vérité tactique. La Wehrmacht s'est battue pour une idéologie maléfique. Personne ne conteste cela. Mais ces méthodes tactiques, elles étaient supérieures, documentées, prouvées, reconnues par les commandants alliés. Et aujourd'hui, chaque armée occidentale utilise ces méthodes, adaptées, modernisées, mais au fond, les mêmes principes: commandement décentralisé, initiative à tous les niveaux, la mission avant l'ordre, confiance dans les commandants subordonnés. C'est cela, la Auftragstaktik. C'est cela, le Mission Command. C'est ce qu'Eisenhower a classifié, et c'est ce qui est la norme aujourd'hui. Rheinmetall 2025 produit des chars. Mais plus important encore, l'Allemagne produit des officiers qui pensent selon les mêmes principes que leurs ancêtres ont perfectionnés pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce dangereux? Eisenhower le pensait.
pendant 40 ans. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est un allié de l'OTAN. Les officiers allemands enseignent la Auftragstaktik dans les écoles de l'OTAN. Les tactiques allemandes sont les tactiques de l'OTAN. La vérité qu'Eisenhower a cachée est aujourd'hui un consensus. Accepté, enseigné, pratiqué. Et les documents, les 207 rapports qu'Eisenhower a classifiés, ils se trouvent aujourd'hui au National Archives à College Park, Maryland. En libre accès, tout le monde peut les lire. Je le recommande. Lisez Bradley. Lisez Montgomery. Lisez les témoignages de soldats américains qui ont combattu contre la Wehrmacht. Vous serez choqués, pas par la brutalité, mais par l'admiration, par la reconnaissance de la supériorité tactique, par l'honnêteté avec laquelle les officiers alliés ont admis les Allemands étaient meilleurs. Ce n'est pas de la propagande, ce sont des sources primaires, des documents, des rapports, des témoignages. L'histoire n'est pas noire ou blanche. L'histoire est complexe, et parfois, il faut reconnaître, l'ennemi avait raison dans certains domaines. Eisenhower avait peur de l'admettre, pendant 40 ans, mais la vérité a quand même éclaté. Et aujourd'hui, 2025, nous discutons de la même question. L'Allemagne se réarme, 438 milliards de dollars, Rheinmetall rachète des usines. Mais la vraie question n'est pas, l'Allemagne est-elle une menace? La vraie question est, avons-nous appris de l'histoire? Eisenhower a essayé d'enterrer l'histoire. 40 ans de classification, mais l'histoire ne se laisse pas enterrer. Elle finit toujours par éclater, par des documents déclassifiés, par des guerres comme la guerre du Kippour, par des conflits modernes en Afghanistan et en Irak, par le fait que chaque armée occidentale se bat aujourd'hui selon des principes allemands. La Wehrmacht appartient à l'histoire, mais ses principes tactiques perdurent. Dans chaque armée de l'OTAN, dans chaque académie militaire, dans chaque manuel de campagne, c'est la vérité qu'Eisenhower a classifiée, c'est la vérité qui a été cachée pendant 40 ans, c'est la vérité que tout le monde devrait connaître aujourd'hui. L'Allemagne n'a jamais été dangereuse en raison de sa taille. L'Allemagne était dangereuse en raison de sa façon de penser. Et cette façon de penser est la norme aujourd'hui. Rheinmetall 2025 n'est pas la Wehrmacht de 1943. L'idéologie est différente. L'alliance est différente. Le monde est différent. Mais les principes tactiques, ils sont les mêmes. Efficacité, précision, commandement décentralisé, initiative. Eisenhower en avait peur, Bradley en avait peur, Montgomery en avait peur, chaque général allié en avait peur. Mais aujourd'hui, nous l'enseignons. Aujourd'hui, nous le pratiquons. Aujourd'hui, c'est normal. L'histoire s'est répétée, pas par la guerre, mais par l'acceptation, par la reconnaissance que la vérité tactique est plus importante que la fierté nationale. Eisenhower a classifié la vérité pour protéger la fierté nationale. Mais la vérité a fini par triompher, car la vérité finit toujours par gagner. Et la vérité, c'est que la supériorité tactique allemande durant la Seconde Guerre mondiale était réelle, documentée, prouvée et reconnue par leurs adversaires. Il ne s'agit pas de glorification, c'est de l'histoire objective, documentée, basée sur des sources primaires. Et aujourd'hui, en 2025, cette histoire est plus pertinente que jamais. Parce que l'Allemagne se réarme, parce que Rheinmetall se développe, parce que le monde se demande, l'histoire se répète-t-elle? La réponse est oui et non. Oui, les principes tactiques allemands dominent à nouveau, mais cette fois, non pas comme une menace, mais comme un standard, comme une doctrine de l'OTAN, comme un langage commun des armées occidentales. Non, l'Allemagne n'est pas une menace comme en 1939. L'Allemagne est un allié, un partenaire, un membre du monde libre, mais la leçon demeure. La supériorité tactique décide des guerres, pas l'idéologie, pas la taille,
La tactique. Eisenhower le savait. C'est pourquoi il a classifié la vérité. Il ne voulait pas que l'Amérique apprenne cette leçon, mais l'Amérique l'a apprise quand même. Grâce à Israël, grâce à la guerre du Kippour, grâce à la prise de conscience que le leadership décentralisé fonctionne. Et aujourd'hui, le commandement de mission est la norme. Dans chaque armée occidentale, des principes allemands, universellement acceptés. C'est le véritable héritage de la classification d'Eisenhower, pas le secret, mais l'acceptation inévitable de la vérité. L'histoire peut être cachée pendant 40 ans, pendant 100 ans, mais elle ne peut pas être effacée. La vérité sur la supériorité tactique allemande est aujourd'hui de notoriété publique. Enseignée dans les académies militaires, pratiquée sur les champs de bataille, acceptée par tout historien militaire sérieux, Eisenhower a essayé de la cacher, mais la vérité a triomphé. Et la question aujourd'hui n'est pas « l'Allemagne était-elle supérieure ?» La question est « que faisons-nous de cette connaissance ?» L'OTAN a décidé « nous en tirons des leçons, nous nous adaptons, nous enseignons le commandement de mission. » L'Allemagne a décidé « nous développons davantage ». Rheinmetall, Bundeswehr, innovation tactique. Le monde a décidé, nous acceptons la vérité tactique quelle que soit sa source. C'est le monde moderne, un monde où la classification d'Eisenhower semble absurde. Pourquoi cacher ce qui est évident? Mais en 1945, ce n'était pas évident. C'était controversé. C'était dangereux. C'était politiquement inacceptable. Aujourd'hui, c'est normal. Et cela montre que l'histoire évolue. La vérité triomphe. La classification est temporaire. Rheinmetall en 2025 contre la Wehrmacht en 1943. Les mêmes principes, un monde différent, une alliance différente, mais la même philosophie tactique. Eisenhower avait peur de cela. 40 ans de classification le prouvent. Mais aujourd'hui, c'est la norme. Qu'en pensez-vous? Rheinmetall en 2025 contre la Wehrmacht en 1943. L'histoire se répète-t-elle? Ou apprenons-nous enfin de nos erreurs? Partagez votre opinion dans les commentaires, menons cette discussion, car l'histoire n'est pas morte, l'histoire est vivante, et elle se répète si nous ne faisons pas attention.